Salut à tous! Je vous demande même pas si ça va parce que je m'en fous comme d'hab. Arrête la drogue! Et on continue tout de suite notre série sur les femmes qui ont marqué l'histoire avec Frida Kahlo. Frida Kahlo, de son nom complet Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, est née le 6 juillet 1907 à Coyoacán, au sud de Mexico. D'ailleurs, la maison dans laquelle elle est née est devenue aujourd'hui le musée Frida Kahlo, connu sous le nom de la Casa Azul ou la Maison Bleue en français. Bref, déjà ça commence bien. À 6 ans, Frida est victime d'une poliomyélite, du coup sa jambe droite s'atrophie et son pied ne grandit plus. Ça veut dire qu'en gros elle n'atteindra jamais la taille qu'elle aurait dû avoir, et comme on est entouré de gens vraiment respectueux et bienveillants, les gosses de sa classe l'appelaient Frida la boiteuse. C'est honteux! En 1922, à 16 ans, elle entre à l'école préparatoire nationale qui est le meilleur établissement scolaire du Mexique. D'ailleurs, Frida est l'une des 35 premières filles admises sur plus de 2000 élèves. Un bon bébé. Elle, son kiff, c'est les sciences naturelles et elle veut devenir médecin. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais à ce moment-là, même si elle aime bien les beaux-arts, vu que son père est photographe et peintre d'aquarelle, elle voulait pas se lancer dans une carrière artistique. Malheureusement, à partir du 17 septembre 1925, sa vie va déjà devenir compliquée. En gros, alors qu'elle prend son bus pour rentrer chez elle après les cours, celui-ci sort de la route et percute un tramway. Oh putain, merde! T'imagines bien qu'elle est grièvement blessée, surtout que son corps est transpercé par une barre de métal et elle souffre de nombreuses fractures sur tout le corps. Du coup, elle reste alitée pendant 3 mois, dont 1 mois entier à l'hôpital. Un an après l'accident, elle retourne à l'hôpital, car on remarque qu'une de ses vertèbres lombaires est fracturée. Elle doit porter des corsets en plâtre pendant 9 mois. En plus, elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales qui l'obligent à rester couchée sur un lit d'hôpital. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée, ouais. C'est à ce moment-là qu'elle commence à peindre parce que sa famille lui met un miroir au-dessus de son lit et elle se sert de son reflet comme modèle. On se doute bien que c'est ce qui est probablement l'élément déclencheur de la longue série d'autoportraits qu'elle fera par la suite. L'engagement politique de Frida commence en 1928 quand son amie la photographe Tina Modotti la pousse à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Elle s'intéresse beaucoup à l'émancipation des femmes dans la société mexicaine qui est encore très machiste. D'ailleurs, Frida avait décidé depuis qu'elle était toute petite qu'elle ne voulait pas suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines parce que elle, son but, c'était de voyager, de faire des études, être libre et surtout faire tout ce qui lui plaît. Toujours en 1928, elle rencontre pour la première fois Diego Rivera dans l'auditorium de son école. Et là, gros coup de foudre. Donc elle a tenté une approche et comme elle a toujours admiré ce peintre, elle lui a demandé son avis sur ses propres tableaux et là... Bingo, il a kiffé ses tableaux. Du coup, les deux se sont mariés le 21 août 1929 et ils habitent à Mexico dans un atelier. On va pas se mentir, lui c'est un gros et c'est que le début. Ah! Le mec laisse même pas un peu de suspense, il trompe Frida et pas qu'une fois. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais bon, on a affaire quand même à une femme de caractère. Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Donc même si elle le quitte pas, elle se laisse pas abattre et elle fait la même chose. Elle a plusieurs relations à côté de Diego et puisqu'elle est bisexuelle, elle séduit aussi bien des mecs que des meufs. Mais bon, tout ça, ça veut quand même dire que Frida et Diego ont une relation aussi bien passionnée que destructrice. Finalement, les deux vont déménager aux États-Unis et en 1930, Frida subit sa première fausse couche. Elle retombe enceinte quelques temps après, mais elle refait une fausse couche. C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. Et elle a représenté cette période douloureuse au travers de son tableau Le lit volant, où on voit un fœtus masculin surdimensionné en position embryonnaire. Après cet épisode traumatisant, Frida Kahlo elle en a un peu ras le cul des États-Unis, donc elle peint des tableaux qui traduisent sa lassitude et son dégoût des États-Unis, alors que Diego, lui, il est toujours en kiff sur ce pays. Il en a rien à de la vie de Frida, il veut rester là-bas. C'est une blague. Hein? C'est une blague. Viens maman, ça te fait mal! Finalement, Frida, elle en a eu marre de négocier, Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. donc elle lui a dit « Écoute mon coco, on retourne au Mexique, les Américains ils m'ont gonflé ». Il a dit D'accord. mais une fois au Mexique, Frida souffre encore de problèmes de santé et doit donc retourner à l'hôpital pour subir un nouveau curetage. Comme si sa vie c'était déjà pas assez de la elle découvre que sa sœur Christina a une liaison avec Diego. Non mais là c'est trop, elle pète un câble, elle quitte carrément le Mexique et elle se fait une petite coloc avec des copines à New York en mode Sex and the City. Quelques mois après, quand la liaison entre sa sœur et Diego se termine, elle retourne au Mexique et se remet avec lui. Mais ne t'inquiète pas, je te rappelle qu'on parle de Frida Kahlo, donc elle va pas s'empêcher de vivre. En gros, à ce moment-là, elle rencontre Léon Trotsky, et sa femme d'ailleurs, mais bon, elle on s'en fout. Et elle et Diego vont les accueillir dans la Maison Bleue. De là commence une liaison passionnée entre Frida et Léon. D'ailleurs, Frida ne s'en est jamais vraiment cachée puisqu'elle lui a offert pour son anniversaire un autoportrait qu'elle a dédicacé. Pour Léon Trotsky, je dédicace cette peinture avec tout mon amour. Je suis amoureuse, je suis amoureuse, je suis amoureuse. Ne me posez plus de questions.
Par la suite, Frida Kahlo expose ses œuvres à New York. La moitié des 25 œuvres qu'elle expose sont vendues. D'ailleurs, pendant son séjour, elle a une liaison avec le photographe Nicholas Murray. En 1939, Frida se rend à Paris à la grande exposition sur le Mexique. Elle loge chez André Breton et rencontre les peintres Yves Tanguy, Picasso et Vassili Kandinsky. Mais bon, elle n'aime pas Paris, qu'elle trouve sale et la nourriture ne lui convient pas. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. En plus, elle tombe malade là-bas. Et puis, elle y va pas de main morte, hein. Elle dit que l'exposition ne lui plaît pas parce qu'elle est envahie par cette bande de fils de lunatiques que sont les surréalistes et elle trouve superflu toute cette exposée autour du Mexique. Et puis c'est pas fini parce qu'elle a écrit à Nico, son mec de New York, et elle lui dit que les intellectuels parisiens la dégoûtent. Et si je devais résumer cette lettre, en gros, elle les porte responsables de l'existence d'Hitler et de Mussolini. Bref, en décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Du coup, elle décide de se couper les cheveux et de s'habiller de façon masculine pour montrer son indépendance. Mais malheureusement, elle commence à ressentir de grandes douleurs dans la colonne vertébrale et elle contracte une mycose aiguë à la main droite. Du coup, elle va à San Francisco pour se faire soigner. À la même période, Diego se trouve aussi à San Francisco, comme par hasard, et propose à Frida de l'épouser à nouveau, ce qu'elle accepte. Une fois remariés, il retourne au Mexique, à la Maison Bleue. En 1942, Frida est élue membre du séminaire de la culture mexicaine. Petit à petit, marcher pour Frida devient difficile à cause de ses douleurs. D'ailleurs, elle porte un corset de fer avant de subir en 1946 une nouvelle opération de la colonne vertébrale. Quand est-ce que ça s'arrête? Son état de santé s'aggrave fortement et en 1950, elle doit entrer à l'hôpital. Suite à des complications, elle doit subir de nouvelles interventions et en tout, elle va se faire opérer 7 fois de la colonne et c'est à partir de la 6e opération qu'elle peut se remettre à peindre, mais toujours couchée. En août 1953, elle est amputée de la jambe droite jusqu'au genou à cause d'une gangrène. On est fatigué, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus. Cette opération apaise ses souffrances, certes, mais bon, ça la plonge quand même dans une profonde dépression. Et d'ailleurs, elle disait souvent qu'elle voulait mettre fin à ses jours et que la seule chose qui l'en empêchait, c'est que si elle le faisait, elle manquerait à Diego. Malheureusement, affaiblie par une grave pneumonie, Frida Kahlo s'éteint dans la nuit du 13 juillet 1954 d'une embolie pulmonaire. Mais sa mort reste assez mystérieuse. Selon Aiden Herrera, c'est dur à dire ce nom, les derniers mots de son journal et le dernier dessin qu'elle avait fait suggèrent qu'elle se serait suicidée. D'ailleurs, ces mots sont les suivants. « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère bien ne jamais revenir, Frida. » D'autres, en revanche, refusent de croire à cette théorie puisqu'au cœur même de son dernier tableau qu'elle a peint juste avant de mourir, elle a écrit « Viva la vida ». Frida est incinérée le lendemain, comme elle le désirait, parce qu'elle avait expliqué qu'elle ne voulait pas être enterrée puisqu'elle a trop souffert dans cette position couchée au cours de ses nombreux séjours à l'hôpital. Aujourd'hui, ses cendres reposent dans la Maison Bleue à Coyoacán. Voilà comment se termine la vie incroyable de Frida Kahlo. En tout cas, Frida, merci d'avoir existé. Vous faites partie des femmes qui ont marqué l'histoire. Au revoir.